Des négociations indirectes entre Russes et Ukrainiens se sont ouvertes à Riyad sous l'égide des États-Unis. Pourquoi Riyad? Pourquoi une guerre européenne pour être réglée dans un pays du Golfe? Tout simplement parce que Riyad a des relations aussi bien avec Moscou, avec lequel il fixe le prix du pétrole, qu'avec Donald Trump, qui est un allié précieux. Les Saoudiens ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient investir 500 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années aux États-Unis. Mais on voit que ce sont les États-Unis qui mènent le bal, c'est eux qui vont fixer les conditions d'un arrêt des combats et peut-être d'un arrêt de la guerre. Et donc, les pays européens qui sont pourtant en première ligne, qui sont aussi en première ligne pour aider l'Ukraine, bah, sont absents de cela. Il faut le remarquer. À terme, les combats devraient s'arrêter, mais il est douteux que ça soit cette cession des négociations qui mène à un arrêt de la guerre. Du moins, Poutine n'acceptera pas un arrêt des combats tant qu'une partie du territoire russe est sous contrôle des forces ukrainiennes. On sait que l'armée ukrainienne a fait une percée sur Koursk, espérant pouvoir faire un échange territorial avec des territoires conquis par la Russie. Et donc, tant que cette partie du territoire sera sous le contrôle ukrainien, Poutine n'acceptera pas un arrêt des combats. Mais en même temps, il ne peut pas attendre trop longtemps. Pourquoi? Parce que, un, il a besoin d'arrêt de la guerre. La Russie commence aussi à peiner par rapport aux poursuites de la guerre. Elle n'est pas à genoux, mais elle est affaiblie très visiblement. Et puis surtout, Poutine ne peut pas faire attendre trop longtemps Donald Trump. On entend souvent que Trump est pressé et que Poutine a le temps pour lui. Pas tant que ça. Pas tant que ça s'il veut garder une bonne relation avec Donald Trump. Donald Trump est promis de faire le paix en 24 heures. Il ne le fera pas, mais il ne peut pas attendre trop longtemps pour qu'un accord puisse survenir et qu'il puisse le mettre à son profit. En effet, la guerre reprend tous azimuts au Proche-Orient et il commence à avoir des difficultés intérieures, notamment économiques. Les gens commencent un peu à protester. Donc, il a besoin d'un succès diplomatique. Et quel succès que de parvenir à la fin des combats. Alors, bien sûr, certains diront il ne peut pas accepter, il ne peut pas apparaître comme un loser, mais Donald Trump n'apparaîtra pas comme un loser. Il va dire qu'il a mis fin à une guerre qui durait, qui a été provoquée par l'incompétence de son prédécesseur, que si lui avait été président, cette guerre n'aurait jamais éclaté et qu'il y met fin et que c'est donc une bonne chose de mettre fin à la guerre. Zelensky, qui avait été humilié dans le bureau ovale le 28 février, a repris langue avec les Américains et on voit qu'en fait, bah, il ne veut pas couper avec les États-Unis, même s'il a été malmené, même s'il n'obtient pas l'aide qu'il réclame, même s'il sait que les Américains n'ont rien à faire de l'Ukraine, il maintient quand même à tout prix le lien avec les États-Unis, leur promettant les terres rares, voire le contrôle des centrales nucléaires dont il n'est pas certain que les États-Unis aient les moyens techniques. Et bien sûr, la fin de la guerre serait un succès pour Poutine. Pourquoi? Bah, parce qu'il va obtenir deux choses qu'il voulait, conserver les territoires qu'il a conquis et surtout la garantie que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, ce qui était le but de la guerre. Mais en fait, la Russie n'a pas autant gagné qu'elle le veut. Ça sera la présentation de Poutine parce qu'en réalité, elle a été durablement affaiblie. Son appareil militaire a été affaibli, son économie a été affaiblie et sa population a été saignée. Et donc, Poutine a effectivement entraîné son pays dans une impasse. Il a, dans un premier temps, renforcé l'OTAN. Par contre, ce qu'il a gagné dans cette guerre, et plutôt de par la décision de Trump, c'est de pouvoir parler d'égal à égal avec le président américain. Mais ça, c'est la décision du président américain qui a conduit à cela. Et effectivement, cela est aussi un succès pour Poutine. Alors peut-être devra-t-il faire par rapport à Trump une concession, ne plus exiger que l'Ukraine quitte les territoires qu'il a juridiquement annexés, mais qui ne sont pas sous le contrôle de l'armée russe. Et donc il peut y avoir un cessez-le-feu sur la ligne des combats, et Poutine garde de fait, parce que ça ne sera pas de droit, les territoires qu'il a conquis. Il veut également obtenir le départ de Zelensky et une démilitarisation de l'Ukraine. Bah, Zelensky, ça sera aux électeurs ukrainiens de décider quand est-ce qu'ils voudront changer de président. On sait que les présidents de guerre ne restent pas au pouvoir généralement quand la paix arrive, mais en tous les cas, ce n'est pas à Poutine de le décider. Quant à la démilitarisation de l'Ukraine, bah, ça serait en fait priver l'Ukraine de toute souveraineté. Et effectivement, les Européens ont raison d'insister pour dire que cela n'est pas possible. Quelle garantie de sécurité peut-on donner à l'Ukraine? Il y a le fait de pouvoir déployer, par exemple, des soldats européens. La Russie n'en veut pas, ce sont des soldats de l'OTAN, ils sont vus comme des ennemis. Et les Britanniques et les Français qui disent qu'ils pourront stationner des soldats, ils disent qu'ils ne pourront le faire qu'à condition d'avoir une garantie américaine. Or, les Américains ont dit qu'ils ne donneraient pas une telle garantie. Donc, il est préférable de ne pas poursuivre une vue qui est chimérique, qui ne pourra pas survenir. Et finalement, il faut ouvrir les esprits, peut-être qu'une force internationale pourrait être composée de soldats non européens et pourquoi pas de pays des BRICS.
Donc, si les Américains ne veulent pas garantir la présence de troupes européennes seules sur le territoire ukrainien, il faut passer à une solution qui soit plus réaliste. On a très longtemps péché par irréalisme en s'accrochant aux principes selon lesquels la guerre ne pourra s'arrêter que lorsque l'Ukraine aura récupéré tous les territoires. Ce sont des questions de principe, bien sûr, sauf que c'était des principes qui étaient irréalisables. Et en fait, il y a presque 2 ans maintenant, le chef d'état-major de l'armée américaine avait dit que l'Ukraine ne pourrait pas gagner la guerre. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne l'avait dit également à l'automne 2023. Donc c'était la réalité, tout simplement. Elle est désirable, mais c'est la réalité. Et peut-être qu'on aurait économisé beaucoup de destruction et beaucoup de morts si on s'était arrêté avant, plutôt que de poursuivre vainement des objectifs irréalistes. En tous les cas, l'Europe va peut-être aller vers l'autonomie stratégique européenne, puisque la décision américaine de couper les ponts avec l'Europe, de ne plus leur garantir, selon l'article 5, la sécurité, les conduit à faire ce choix qu'elle a très longtemps refusé. Dans un premier temps, cette guerre a renforcé l'OTAN et maintenant, elle vient l'affaiblir, voire même de la vider de la substance qui était la sienne auparavant. On va peut-être vers donc une paix qui sera injuste, puisque l'Ukraine aura perdu des territoires par la force, de façon illégale, c'est clair et net. C'est la Russie qui a agressé, c'est la Russie qui a commis des crimes de guerre. Mais il faut savoir si l'on préfère une paix injuste à poursuivre sans fin une guerre juste. Poursuivre sans fin parce que de toute façon, on peut poursuivre cette guerre des mois et des mois. L'Ukraine ne récupérera pas les territoires qu'elle a perdus par la force militaire. L'Ukraine doit se concentrer sur la reconstruction de son économie et son développement économique en luttant contre la corruption et en profitant des nombreux atouts dont elle dispose.